Commande par bouclage linéarisant. Alors ici, on va considérer des robots mobiles qui peuvent rouler, naviguer, voler, peu importe. Si on monte d'un niveau d'abstraction, un robot mobile est décrit par des équations d'état. Alors x point égale f de x virgule u, x étant l'état, u étant l'entrée, les commandes. Y, c'est la sortie, égale g de x. Alors c'est pas une sortie comme on l'entend souvent lorsqu'on fait du filtrage de Kalman. Ça va plutôt être une sortie qui correspond à certaines des variables d'état qu'on veut commander. En effet, alors ce système-là, je vais essayer de le représenter comme ça. C'est une boîte. Et dans cette boîte, on va avoir des entrées que je vais appeler ici U. C'est les actionneurs. Et on va essayer d'effectuer un régulateur. Alors c'est ça qu'on entend par commande. On va avoir un régulateur qui est aussi une boîte que je vais représenter ici. Cette boîte va posséder comme entrée l'état X qu'on va supposer dans le cadre de ce cours qu'on mesure. Donc, mais la plupart du temps, on ne la mesure pas. On va essayer de la retrouver à partir de capteurs, et ça, c'est ce qu'on appelle un observateur d'état, typiquement un filtre de Kalman. Mais ici, on va considérer que les variables d'état sont connues. Alors, un régulateur va souvent posséder une consigne, W, qui sont, euh, qui sont certaines variables que je souhaite commander, comme par exemple la vitesse d'un avion, son altitude, qui vont bien évidemment être liées à l'état X, et Y, ça va être les sorties réelles de mon système, et moi je voudrais que Y soit égal à X, égal à W. Donc W, c'est ce qu'on appelle la consigne, c'est ce qu'on souhaite. Y, c'est les sorties, mais on va souvent l'appeler les variables consignées, celles qu'on souhaite commander. X, ça va être l'état, le vecteur d'état, qui appartient à Rn. U, c'est les actionneurs, c'est les commandes, les entrées. Bon, je vais appeler ça les commandes. Et cette boîte-là, c'est ce qu'on appelle le régulateur. Et le rôle du régulateur, c'est euh, d'aller calculer nos commandes de façon à ce que le système bouclé, alors que je vais entourer maintenant, le système bouclé, c'est tout ça, se comporte comme on le souhaite. Donc en fait, le régulateur vient changer les équations différentielles de mon robot de façon à ce que le système entier s'appelle, donc ça va être le système autonome, se comporte comme je souhaite. Donc en fait, si vous préférez, ça c'est ce qu'on appelle un robot autonome, alors que ce bloc qui est là va plutôt s'appeler un véhicule. Bon, je vais appeler comme ça, véhicule. Ça peut être une voiture, un avion, mais pas forcément commandé. Et le véhicule plus les régulateurs, c'est ça qu'on va appeler un robot. Alors, ce système est décrit par des équations différentielles non linéaires, et les techniques linéaires classiques ne sont pas forcément adaptées. C'est pour ça qu'on va introduire ici une méthode qui s'appelle par bouclage linéarisant, que je vais essayer d'expliquer dans le cadre de cette leçon. Alors, pour cela, on va déjà s'intéresser à une commande linéaire assez classique qu'on va appeler la commande proportionnelle et dérivée multiple, avec potentiellement un terme intégrateur. Et c'est pour ça que dans cette première partie, je vais m'intéresser à ce que je vais appeler la commande d'une chaîne d'intégrateurs. Donc commande d'une chaîne d'intégrateurs. Alors qu'est-ce qu'une chaîne d'intégrateurs? Alors, une chaîne d'intégrateurs, c'est un système qui est linéaire et qui peut être décrit par une équation différentielle de la forme
y dérivé n fois est égal à l'entrée. Donc ce système que l'on peut voir là possède une entrée qui va s'appeler U et une sortie qu'on appelle Y. Alors si n égale 1, j'ai un intégrateur classique. Alors si par exemple n égale 1, je me retrouve avec y point égale U, ou si on préfère, de façon équivalente, y est égal à l'intégrale de U entre des bornes, alors peut-on entre 0 et t, si j'essaye de rigoureux, U de taux, d taux. Ça correspond donc à U, Y de t. Et il faut que je rajoute plus la condition initiale, Y de 0. Bon, ça, on va essayer de faire simple. On va l'appeler tout simplement Y est égal à l'intégrale de U de taux des taux. Bon, souvent, je vais même noter ça comme ça. Donc, c'est un intégrateur. Alors, si n égale 1, je peux le représenter. Alors, je peux le dessiner sous cette forme-là. On va avoir U. Ici, je vais avoir un boîtier qui va s'appeler l'intégrateur. Voilà, ici. Et alors que je vais souvent représenter par une intégrale à l'intérieur. Et en sortie, je vais avoir Y. Voilà. Bon, ça c'est si n égale 1. Si n égale 2. Alors, si n égale 2, je vais avoir un peu la même chose. Je vais avoir Y point point égale U. Et je vais le représenter de la façon suivante. On a une chaîne de deux intégrateurs. Le premier que je vais mettre ici, le deuxième que je vais mettre là. On va avoir ici l'entrée U, le premier intégrateur, ici le deuxième intégrateur, et ici je vais avoir Y. Bon, on peut le noter aussi de la façon suivante. Y, c'est égal à l'intégrale double de U de taux des taux. Bon. Alors, voilà pour une chaîne d'intégrateurs. Alors maintenant, comment je vais pouvoir faire pour réguler cette chaîne d'intégrateurs? Pour commenter ce système-là, on va proposer la commande suivante qu'on appelle la commande proportionnelle et dérivée multiple, qui consiste à dire pour mon régulateur U égale, je vais faire W, c'est ma consigne. Alors, je vais peut-être refaire le cadre pour mon régulateur. Voilà le régulateur. Hop. Ce régulateur, il a pour objectif de fabriquer U pour commander cette chaîne d'intégrateurs qui, je le rappelle, sera utilisée après par ma commande linéarisation par bouclage. Alors, cette commande proportionnelle et dérivée multiple consiste à prendre la consigne. Alors, la consigne, je vais la représenter par exemple ici, W, et on voudrait en fait que Y soit égal à W. Donc, souvent, on forme l'erreur W moins Y, et on aimerait bien qu'elle soit nulle, cette erreur. Et une commande proportionnelle consiste à dire que la commande, c'est un coefficient alpha 0 fois cette erreur. Si je rajoute un terme dérivé, ça veut dire que la commande, c'est je rajoute plus alpha 1 multiplié par W point moins Y point. En effet, W dépend du temps. Donc on remarque que quand W est exactement égal à Y, le terme proportionnel est nul, mais idem pour la dérivée. Alors, si je fais ça plusieurs fois, normalement on fait ça un certain nombre de fois, qui est exactement égal à n-1 fois l'ordre de dérivation à l'intérieur de mon système à commander. Donc ici, je vais mettre plus alpha n-1 fois multiplié par w dérivé
n moins une fois moins y dérivé n moins une fois. Et à la fin, bon, pour des questions, enfin pour des raisons qu'on va expliquer juste après, on rajoute w dérivé n fois. Alors on remarque, alors ça c'est la commande proportionnelle dérivée multiple. Alors on remarque ici tout d'abord que ce terme-là, c'est une erreur qui correspond à une erreur que je vais appeler E. Ce terme-là, c'est la dérivée de l'erreur. La dérivée ici, ça E dérivée n moins une fois. Alors, ce terme qui est là, U, du fait des équations de mon système, U c'est égal à y dérivé n fois. Du fait de ça. Donc, si jamais je le fais passer de l'autre côté du égal, je vais le faire passer comme ça, juste ici. Il va donc se retrouver avec un moins. Et si je fais ça, je me retrouve avec E dérivé n fois. Et à gauche, je me retrouve avec 0. Et donc l'équation différentielle avec laquelle je me retrouve sur l'erreur, ça va être E dérivé n fois, du fait de celui-là, plus alpha n-1 E dérivé n moins une fois, plus etc. plus alpha 1 E point, plus alpha 0 E égale 0. Donc là, j'ai une équation différentielle uniquement sur l'erreur. On voit que W et Y n'interviennent plus. Et j'ai le choix de choisir les alpha 0, alpha 1, alpha n-1 comme je veux, puisqu'ils sont donnés dans ma loi de commande. Alors, la plupart du temps, on va procéder par une méthode de placement de pôles. Par exemple, si on veut que tous les pôles soient égaux à moins 1, on va s'arranger pour que le polynôme caractéristique de l'erreur soit égal à s plus 1 puissance n. Alors je vais quand même donner un petit exemple. Imaginons que n soit égal à 3. Alors si n égale 3, alors exemple, si n égale 3, alors le polynôme caractéristique de l'erreur, P de S, ça va être égal à S puissance 3 plus alpha 2 S au carré plus alpha 1 S plus alpha 0. Ça c'est le polynôme caractéristique. Et si je veux que tous les pôles, enfin toutes les racines du polynôme soient égales à moins 1, donc moins 1 ça correspond à quelque chose de stable, puisque je rappelle que si les racines de ce polynôme sont dans le plan gauche du plan complexe, alors on aura une stabilité. Alors ici, si je souhaite que ce soit égal à S plus 1 au cube. Donc ça correspond, je rappelle, à des réponses de l'erreur en exponentielle moins t. Donc ça correspond à des constantes de temps, si on veut, d'une seconde. Ce qui est tout à fait compatible avec ce qu'on attend d'un robot, mettons, de l'ordre d'un mètre. On ne peut pas demander des constantes de temps du l'ordre de centièmes de seconde. On ne peut pas lui demander de démarrer en moins d'une seconde. Une seconde, c'est tout à fait cohérent par rapport au type de robot qu'on va manipuler. Alors, ça, c'est égal à... alors, je développe le s plus 1 au cube, et ça va me donner du s au cube plus 3s carré plus 3s plus 1. J'en déduis donc que alpha 2 doit être égal à 3, que alpha 1 doit être égal à 3 et que alpha 0 est égal à 1.
Donc là, on a une sorte de méthode un peu générale qui nous permet de trouver notre loi de commande pour stabiliser une chaîne d'intégrateurs. Alors, ça va être bien pratique pour nos robots, on va comprendre pourquoi après, mais nous, on va s'arranger, puisque dans le cadre de cette leçon, pour avoir toujours des pôles en -1. Alors c'est juste pour simplifier, il n'y a pas de raison pour ça. Si le robot doit être rapide, on va devoir avoir des pôles peut-être égaux à -10 par exemple, des racines égales à -10. Euh, Si on veut que le robot est lourd, dans ce cas-là, on va plutôt prendre des racines à -0,1. Bon, ici, par simplicité, on les choisit toutes à -1. Et puis, alors il y a une manière très simple de se souvenir de ces coefficients de la commande proportionnelle et dérivée, c'est le triangle de Pascal. Alors le triangle de Pascal nous dit que, alors je le construis, 1, 1, 1, 2, 1, alors il n'y a que des 1 là, hein. 1 plus 2 égale 3, 2 plus 1 égale 3, alors qu'il n'y a que des 1 ici aussi, hein. Alors ici, je retrouve ce que je viens de calculer, 1, 3, 3, 1. Euh, mais si je continue, je vais avoir 4. Si j'avais un système d'ordre 4, j'aurais eu 6, 4, etc. Donc c'est un moyen assez rapide pour, dans ces cas particuliers, retrouver les coefficients de ma commande proportionnelle et dérivée multiple. Donc là, on vient de voir comment se passait la commande proportionnelle et dérivée multiple. On se rend bien compte ici qu'on va devoir transmettre non pas y uniquement, mais toutes ses dérivées. C'est-à-dire que c'est renfermé dans les variables d'état de ce système. Alors après, on va faire le lien avec les robots, c'est pas encore clair maintenant, mais ça le deviendra plus tard. Mais ces quantités-là sont des fonctions des variables d'état de mon robot. Quant à la consigne, ça peut être un polynôme. Euh, on a une équation pour W de t, c'est-à-dire que on a accès aussi à ces dérivés de façon aussi précise qu'on le souhaite. Alors une autre chose que je pourrais évoquer, c'est pour éviter les perturbations, enfin pour lutter contre les perturbations constantes, comme par exemple le vent, une pente, une charge qu'on ne connaît pas à l'avance, fréquemment en automatique, on rajoute un terme intégrateur. C'est-à-dire que le U, il va être égal pas seulement alpha 0 fois l'erreur, plus alpha 1 fois l'erreur, dérivée, plus etc., comme c'était le cas ici. Mais U, on va aussi lui rajouter un terme en intégrale. Alors ici, je vais l'appeler alpha moins 1. Moins 1 parce que ici, j'ai alpha 0 pour l'erreur, alpha 1 pour la dérivée 1. Donc on peut imaginer qu'un intégrateur, c'est une dérivée moins une fois. Donc c'est pour ça que j'ai mis un moins 1 fois l'intégrale entre 0 et t de l'erreur E de taux des taux. E de taux des taux. Donc ça me fait, le fait de rajouter cet intégrateur va changer légèrement mon équation différentielle. Donc je vais avoir cette équation différentielle que j'ai là, mais avec ce terme. Alors je vais l'écrire comme complètement pour que ce soit plus clair. Donc cette équation différentielle qu'on avait dans ce cadre-là va se réécrire de la façon suivante. Y dérivé n fois. Ça correspond à U. U égale. Ça va être égal à alpha moins 1 fois l'intégrale de E plus alpha 0 fois E plus alpha 1 fois E point plus alpha n-1 fois E dérivé n-1 fois plus
la consigne dérivée n fois. Donc j'ai juste repris ce que j'avais à gauche, mais j'ai rajouté le terme intégral qu'on voit ici. Alors, bien évidemment, si je prends ce terme-là, que je fais passer de l'autre côté, je vais faire apparaître ici un e dérivé n fois. Et puis un 0 à gauche. Donc je me retrouve avec, en dérivant tout le monde, donc je dérive cette équation, alors d sur dt, et donc l'intégrale va disparaître, je vais me retrouver avec euh, ce terme-là. Alors je vais commencer l'erreur e dérivée n fois, puisque je l'ai dérivé, ça fait e dérivé n plus une fois, plus, alors alpha n moins 1, e dérivé n fois, et non plus n moins une fois parce que j'ai dérivé tout le monde une fois, et etc. Plus alpha 1 e point point, plus alpha 0 e point, plus alpha moins 1 e égale 0. Et donc, par la même méthode de placement de pôle que j'ai donné avant, on va pouvoir choisir ces coefficients-là pour avoir les pôles désirés pour mon système bouclé. Et donc, ça va me permettre d'en déduire les coefficients pour ma commande proportionnelle intégrale et dérivée multiple. Donc voilà, ce que je viens d'expliquer à l'instant, c'était comment on était capable, par une méthode de placement de pôle, de stabiliser un système linéaire qui était composé d'une chaîne d'intégrateurs. Maintenant, on va faire le lien avec la commande des robots et montrer comment, par un bouclage, on arrive à un bouclage non linéaire, comment on va arriver à transformer mon robot en une chaîne d'intégrateurs qui sera ensuite commandée par une commande proportionnelle intégrale et dérivée multiple. Pour illustrer le principe de la linéarisation par bouclage, comment à partir d'un système non linéaire j'arrive à me retrouver avec une chaîne d'intégrateurs, je vais considérer un système du second ordre classique, bon, qui n'est pas un robot mais qui est quand même un système mécanique qui bouge. C'est un pendule. Alors le pendule, il oscille au bout d'une corde, une barre qui reste tendue. Ici, on a une masse m. Bon, mais je vais considérer que cette masse vaut 1. Alors, les degrés de liberté. Alors, il y a un seul degré de liberté. x1, c'est ça. Et puis, il évolue avec une certaine vitesse. Alors là, ça représente la vitesse. Une vitesse angulaire que je représente par cette flèche et que j'appelle x2. Bon, si je néglige les constantes, je me retrouve avec un système non linéaire de la forme x.1 égale x2. Normal, la dérivée de l'angle, c'est la vitesse angulaire. Et puis, par le principe fondamental de la dynamique, bon, que je ne rappelle pas ici, hein, je me retrouve avec sinus x1 plus une entrée u. Alors une entrée, ça va correspondre par exemple à un couple que je peux exercer ici u sur le pendule pour le faire osciller ou non. Alors en ce qui concerne la sortie, parce qu'il faut toujours une sortie, c'est la variable que je souhaite commander. Imaginons que la variable que je souhaite commander, ce soit la position x1. Donc je veux faire une commande en position. Ben, je vais mettre y égale x1. Ça ne veut pas dire que j'ai un capteur de position, ça veut dire que c'est x1 que je souhaite commander. Si j'avais voulu commander l'énergie cinétique, ben j'aurais pas mis ça, j'aurais mis y est égal à par exemple x1, alors quelque chose de la forme, enfin, excusez-moi, l'énergie cinétique,
x2 au carré. Voilà, un demi de m, bon, quelque chose de ce type-là. Mais ici, non, ce que je souhaite, c'est commander la position, donc je mets y égale x1. Alors la technique qu'on va expliquer par la suite, c'est on prend cette sortie et on va la dériver. Alors si je la dérive une fois, y point, je vais obtenir x point. Mais par les équations d'état, je peux arriver à me débarrasser de ce point. En effet, ici, x point égale x2. Alors, je vais encore dériver une fois. Donc, je vais avoir x point point est égal, c'est x point point, mais ça, bon, peu importe, puisque je dois me débarrasser des dérivés, ça ne va pas m'aider beaucoup. Celle-là, elle est moins de dérivée. Donc, x point 2. Mais x point 2, je l'ai là. Donc, on voit bien que j'arrive à chaque fois à réduire l'ordre des dérivations. Moins sinus x1 plus u. Alors, là, je pourrais dériver à nouveau. Y point 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 égale. Je verrai que ça me... Bon, ça pourrait me faire... Là, alors, ça me ferait du cosinus x1 euh, multiplié par x point, donc je pourrais me débarrasser, puisque x point c'est x2, plus u point. Alors là, u point, je peux rien faire. Donc il ne m'intéresse pas. Je ne pourrais pas m'en débarrasser. Donc moi, ce que je veux, c'est éviter d'avoir un point, et donc je vais dériver jusqu'à faire apparaître u. Donc ça ne m'intéresse pas. La méthode que je suis en train d'exposer, c'est de dériver les sorties jusqu'à faire apparaître l'entrée. Alors je rappelle que l'entrée, je la choisis un peu comme je veux. Donc la première étape, le premier principe de la linéarisation de par bouclage, c'est de choisir U pour me débarrasser des termes non linéaires. Donc ici, je vais tout simplement prendre U égale, pour me débarrasser de celui-là, je vais mettre sinus x1, et puis je vais rajouter une autre entrée que je vais appeler V. Alors ça semble un peu abstrait, mais imaginons ici comment ça se passe. J'ai un bloc que je suis en train de fabriquer. Ce bloc a accès aux états du système, donc par exemple à x1, et il doit me fabriquer U. Bon, j'ai le droit de lui rajouter une autre entrée, V, et puis ici, de mettre tout simplement que c'est sinus de x1 plus V, ça c'est tout à fait réalisable, ce type de bloc. Bien sûr, du fait du sinus, on devra probablement prendre un microcontrôleur pour effectuer cette opération. Alors, je vais prendre U égale sinus x1 plus V, et si je fais ça, cette équation différentielle que j'ai là se traduit par y point point égale à V. En effet, ce terme-là se simplifie avec celui-là. Et ça, c'est une chaîne d'intégrateurs. Donc je vais pouvoir la commander par une commande proportionnelle et dérivée. Bon, et c'est ce que je vais faire. V, je choisis comme je veux. Je vais prendre, comme c'est un système d'ordre 2, je vais prendre V égale W ma consigne moins Y, ce que je veux pour Y, plus 2 fois W point moins Y point, plus W point point. Alors pourquoi j'ai choisi ce 2? C'est parce que derrière, je me souviens que le triangle de Pascal, 1, 1, 1, 1, 2, 1, et puis je suis en train, en posant ça, de placer tous mes pôles en moins 1. Bon, c'est pas forcément ce qui était demandé, mais en tout cas, je sais que ça va être stable. Et alors, ici, on sait que y c'est égal à x1, ça on le savait, et on sait que y point c'est égal à x2. En effet, nous l'avions évoqué ici. D'accord? Donc on a accès en fait à ces dérivés pour y.
on les a en dérivant grâce aux variables, aux équations d'état. Donc, une fois que j'ai ça, comme, comme V, ça correspond à Y point point, alors on l'avait là. On voit bien que ce qu'on a là, ça correspond à V qu'on a là. Donc si on le place de l'autre côté, on se retrouve bien ici avec l'erreur, la dérivée de l'erreur. Donc, et puis ici, si on le passe de l'autre côté, on se retrouve bien avec la dérivée deuxième de l'erreur, donc avec une équation différentielle pour l'erreur y point point plus 2e plus e point égale 0. D'accord. Donc au final, je rappelle que U, alors U, je rappelle que c'était donné par sinus x1 plus V. Mais V, je rappelle qu'il est donné là. Donc, il vaut W moins x1 plus 2W point moins x2 plus W point point. Donc là, on a bien fait un régulateur qui est non linéaire, qui est là, qui admet comme entrée mes variables d'état pour mon système, donc x1, x2, qui admet pour entrée w de t, un polynôme par exemple, et qui va me délivrer u. On a bien eu une première étape qui consistait à se débarrasser des non-linéarités, comme on l'a vu ici, par un premier bouclage qui nous faisait apparaître une nouvelle entrée qui était V. Et en faisant ce premier bouclage, on a transformé notre système en une chaîne de deux intégrateurs. On a pu alors, la chaîne de deux intégrateurs, c'est ce qu'on a vu ici, elle est donnée ici. Une fois que j'ai une chaîne de deux intégrateurs, je sais calculer par une commande proportionnelle et dérivée, je sais la stabiliser, je sais donc que E va converger vers 0 avec une constante de temps de l'ordre d'une seconde, et le bouclage qui est proposé ici, qui est non linéaire, va s'arranger pour que Y converge vers W, même lorsque ce dernier dépend du temps. Alors, par exemple, pour que ce soit plus concret, imaginons que je souhaite avoir un W de t. Alors, je vais l'écrire ici. Supposons qu'on souhaite que W de t, donc je souhaite que mon pendule il oscille, avec par exemple W de t égale sinus t. Bon, donc j'impose une certaine façon d'imposer la cadence. Ben, je prends W de P, de W point de T, je sais que c'est cosinus T. Donc là, je suis en train de calculer ces dérivées pour celui-là. W point point de T égale moins sinus T. Je mets tout ça là-dedans et je vais obtenir une loi de commande qui va faire que Y va pas être immédiatement égal à ce sinus de T, mais très rapidement, il va converger vers ce sinus de T. Au bout d'une seconde, on va pouvoir considérer que y de t est exactement égal à sinus de t. Alors pour terminer cette leçon, je vais considérer quelque chose qui ressemble un peu plus à un robot euh, que, que le pendule ou qu'une chaîne d'intégrateurs. C'est un char. Alors le char, je vais essayer de le dessiner comme ça. Hop. Alors il a deux roues. Une roue là, alors ça c'est vu du dessus. Je ne représente pas la roue de devant, mais souvent on va représenter que ces deux roues-là. Il a une vitesse V.
il va avoir une position, alors je vais représenter les axes là, hop, voilà. Alors il va avoir une position, alors je prends le centre, que je vais appeler ici X et Y. Il va avoir un cap que je vais appeler θ. Bon, ici ça correspond à X et Y. Et ce système est décrit par les équations d'état suivantes. X point égale V cos θ, Y point égale V sin θ, θ point égale U1. Ça veut dire qu'on peut commander la vitesse angulaire. Et V point égale U2. Ça veut dire qu'on peut commander les accélérations de mon système. Donc, ce système que je viens d'entourer, c'est un système qui possède une entrée qui a un vecteur U qui vaut U1, U2, et puis une sortie, j'en ai pas encore parlé, ça va dépendre si on souhaite faire une commande en position. Mais si on veut faire une commande en position, je vais prendre Y est égal à XY. Alors attention, le Y qui est là, c'est un vecteur, c'est ma sortie. Ici, j'aurais probablement dû les appeler X1, X2, X3, X4 pour être en cohérence avec ce qui a été présenté tout à l'heure. Bon, ici, je les ai notés de cette façon-là. Alors, si je souhaite faire une commande en position, ben, je vais donner une équation que je souhaite. Alors, par exemple, je vais prendre W de t, mon W, qui vaut X désiré, Y désiré, qui va être donné par... Alors, je peux prendre n'importe quoi comme forme, et je vais prendre une cycloïde. Par exemple, je vais dire que c'est égal à R sinus, alors F1 de t, première fréquence, plus R sinus F2t. Et puis ici, je vais faire pareil avec des cosinus. Bon, c'est vraiment pour prendre pour montrer que bon, je veux suivre une trajectoire pour laquelle j'ai une équation. Donc c'est une cycloïde. Hop. Voilà. Alors la méthode consiste à prendre les sorties. Alors les sorties, je rappelle, c'est X et Y, la première, la deuxième, et les dériver autant de fois qu'il le faut pour faire apparaître mes entrées. Alors, je vais le faire là, peut-être plutôt pour voir mes équations. Je vais me mettre ici. Voilà. Alors je dérive. J'en déduis, alors la première dérivée, je la vois déjà apparaître, elle est là. Elle est là. Et je vais donc accéder directement à la deuxième dérivée en mettant que x point point égale. Alors x point point, ça va être égal à v point cos θ plus θ point v sinus θ. Alors donc celui-là, ça devient un moins. Parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et puis, je vais avoir y point point égale. Alors, v point sinus θ plus θ point v cos θ. Donc, on voit aussi que je peux me débarrasser du v point en disant que c'est U2. θ point, c'est U1. V point, c'est U2. Ici, θ point, c'est U1. Bon, alors tout ça, je vais le mettre sous forme matricielle. C'est équivalent à dire que le vecteur x point, point, y point, point
égale, je vais le mettre sous forme matricielle. Bon, ça va être égal à moins v sin θ cos θ fois U1, U2. Et puis ici, je vais avoir V cos θ sin θ. Alors, on voit bien que le sin θ qui est là, c'est le sin θ qui est là, que le cos θ qui est là, c'est le cos θ qui est là, et puis etc. Donc on voit bien que ces deux sont entièrement équivalentes. Alors, de la même façon, je rappelle que celui-là, je peux le choisir comme je veux. Donc j'ai intérêt à le choisir pour commencer, pour faire disparaître cette matrice que j'appelle A et qui dépend de X, X étant l'état. Alors, ici, je vais choisir U. On prend. Alors, on prend le premier bouclage, qu'on appelle le bouclage linéarisant. On prend U égale A-1 de X multiplié par une nouvelle entrée V qui est elle aussi constituée de V1 et de V2. Donc si j'avais deux entrées pour U, j'ai deux entrées pour V. Et si je fais ça, ben on voit bien que ce terme-là disparaît et que je me retrouve avec une équation avec des doubles intégrateurs. Alors si je fais ça, j'obtiens donc, alors on obtient x point point y point point, bon qui était là, égale, alors le A-1 simplifié avec le A va être égal à V1, V2. Donc c'est là où on voit qu'on a non seulement réussi à faire apparaître des systèmes linéaires sous forme d'intégrateurs, mais en plus on les a découplés. Donc on a vraiment une linéarisation par bouclage, mais aussi un découplage. V1 agit que sur X, V2 agit que sur Y. Et je peux donc raisonner de façon indépendante. Je vais prendre maintenant V1, comme expliqué tout à l'heure, je vais prendre V1, qui va être égal à quoi? Eh bien à l'erreur, donc x désiré moins x, plus, alors toujours pour les mêmes raisons, pour avoir les pôles en moins 1, je mets un 2, x.d moins x, plus x.d. Je vais avoir V2 qui vaut y désiré moins y, plus 2 fois y point désiré moins y, plus y point point dérivé. Maintenant, ces termes-là, je les connais. C'est-à-dire que je sais que x point, hop, excusez-moi, x point là, et y point, voilà. Oui, donc ces termes-là, je sais que celui-là correspond à v cos θ. Donc je le connais en fonction des variables d'état. Et celui-là, c'est v sin θ. Donc, en appliquant ce bouclage, je sais que l'erreur sur x et l'erreur sur y vont toutes les deux tendre vers 0. Donc si on préfère, en prenant ce bouclage, j'en déduis que e.x plus 2e.x plus ex égale 0 et idem pour y. Les deux convergent vers 0 avec une constante de temps de l'ordre d'une seconde. Les deux ont un polynôme caractéristique de s plus 1 au carré. Donc au final, si je récapitule,
La loi de commande qu'il me faut appliquer, c'est donc la loi de commande qui résulte à la fois euh, du bouclage linéarisant, mais aussi de ma commande proportionnelle et dérivée. C'est égal à U égale. Alors là, je le réécris complètement, je ne le ferai pas à chaque fois. Moins V sinus θ cos θ. Donc ça, c'est ma matrice A de x. V cos θ sin θ. Moins 1. Multiplié par xd moins x. Plus 2 x.d moins v cos θ. Plus x.d. Et de la même, ici, yd moins y, donc l'erreur sur y, plus 2 fois y.d moins v sin θ, plus y.d. Alors, comment je fais pour obtenir mes x.d et mes x.d? Je reprends ce que j'avais ici. Voilà. Et je les dérive. Alors, je ne fais pas pour tout le monde, mais bon, ici, il est clair. Alors, je vais peut-être faire que pour celui-là. Je prends celui-là. J'en déduis que x.d est égal à r f1 cos f1t plus r f2 cos f2t. Bon, je ne le fais pas pour tout le monde, mais je préfère le faire une fois pour bien montrer qu'on les connaît, qu'on a une expression analytique, et donc on les connaît précisément. Parce que la consigne, elle est souvent dans le contexte de la robotique, elle est donnée par une équation analytique, souvent un polynôme.